Vous avoir avec nous à l'antenne, mes confrères en studio. Vous aussi, vous aurez tout à l'heure la possibilité de participer donc à l'émission sur nos canaux, différents canaux. SMS WhatsApp 93 94 96 64, soit pour le direct, ce sera sur le 92 60 81 81. Alors aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Nous avons choisi de parler du mariage et du divorce, le taux qui s'élève de jour en jour chez nous au Togo. On s'interrogera clairement sur le sujet avec mes confrères. Pourquoi tant de divorces aujourd'hui dans notre société, plus qu'hier? On va l'évoquer. On parlera politique aussi avec la date du scrutin qui est connue 13 avril prochain. Une élection diversement appréciée. Je donnerai la parole à mes confrères. On parlera aussi de la culture. Il n'y a que des Valentins en studio. Bonjour, bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Bonjour Valentin Isidore Akolo. Bonjour Valentin, c'est éducateur. Tout va bien? Oh, ça va, ça va. Bonjour Valentin Akaïbaï. Bonjour, cher grand citoyen d'État et Valentin. Pour ce 14 février, éducateur. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce mois. Tout va bien chez vous? Des amours à tout le monde. Oui, je vais bien. Super. Bonjour Valentin Napo, Francisco. Bonjour Valentin Acha, et sinon ça va. Tout va bien. Ça va. Parfait. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on aborde aussi le sujet, c'est 14 février, en fait de Saint-Valentin. Et quand vous parcourez la ville depuis le matin, vous verrez donc les couleurs rouges, blanches et tout le reste, des musiques par-ci, des cadeaux qui sont présentés. Il y en aura beaucoup. Et il y aura beaucoup aussi de pleurs le soir, certains qui seront déçus, la colère, certains qui seront seuls. Vous connaissez, c'est comme ça que ça se passe habituellement. Enfin, mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est la question des divorces. Je ne sais pas si vous arrive quelquefois de faire un tour donc, au tribunal pour enfants, pour faire des constats douloureux de ce côté-là. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui, Isidore? Parce que nos foyers n'ont pas une base solide. Et les mariages sont plus des mariages d'intérêt que mariages de raison. C'est le nœud du problème. Et est-ce que les Togolais que nous sommes avons compris, ou la nouvelle génération comprend ce que c'est que le mariage? On fait le mariage juste pour dire que moi aussi j'ai fait le mariage. Je suis marié, je porte la bague. Certains sont allés même jusqu'à célébrer leur mariage à la plage. Ici, ah oui. Suivez mon regard. À de quoi je parle. Bon. Donc, c'est juste pour démontrer aux gens que moi aussi, je suis marié et sans aucun fondement. Alors qu'au même moment, le jour de ton mariage, tu verras tes copines, tes anciennes copines, les anciens copains de la mariée. Mais c'est dans ce méli-mélo que nous sommes. Et le constat est là, alors que nos parents, c'était vraiment, qu'est-ce que je dirais, un contrat, et les deux familles se connaissent. Moins de problèmes, elles interviennent. Aujourd'hui, les gens font de mariage sans que la famille conjugale se rencontre. Voilà. C'est un constat, mais c'est amer. Oui, Francisco Napoukwa, c'est un sujet assez délicat aujourd'hui, la question du mariage et surtout des divorces. Avant, bon, aujourd'hui aussi on le dit, mais dans la pratique, je pense que c'est un peu compliqué. On se marie pour le pire, ou pour le meilleur, et pour le pire. Mais bon, quelquefois on a le sentiment que c'est pour le meilleur. À la moindre difficulté, on dit c'est bon, c'est fini, je sais pas. On n'est pas en train de parler des petits copains dans le quartier, hein. On parle des mariés, des adultes qui se sont mariés. Hein.
savez, pour bien aborder ce phénomène, il faut d'abord voir dans nos sociétés ancestrales traditionnelles ce que c'est d'abord que le mariage. Oui. D'abord, le mariage, avant de devenir amour, est un enjeu stratégique entre, disons, les différents clans, entre les villages, entre les quartiers. Et même des fois, en fait, le mariage, c'est, disons, une récompense en quelque sorte. Par exemple, bravo. Voilà. Ou même pour avoir fait du bien à un parent, quelque part, et un là-bas dit, peut-être le patriarche, dit que, je dois donner une de mes filles à cette famille ou à ce clan. Vous voyez, donc, par ces liens, le mariage se noue et avant de devenir amour. Donc, c'est difficile alors de dire qu'on divorce. Et même dans certains milieux, comme chez nous en Pays Bassa, et qu'est-ce qu'on dit lorsque vous mariez quelque part? Une femme va épouser un homme quelque part et elle prie que une de ses sœurs vienne se rejoindre à elle. Et elle peut même œuvrer pour ça. Et même c'est ça même parfois qui la délivre lorsqu'elle est âgée, peut-être que le mari ne vit plus, puisque ça aussi c'est le divorce. Quand le mari ne vit plus, c'est le divorce. Donc peut-être âgée, elle préférerait aller vers chez ses parents, d'accord, dans voilà, son village, des choses où on va mieux s'entretenir d'elle, où elle retrouve voilà, son vivier familial. Donc vous voyez que c'est difficile en ce moment, par ces liens, que les gens se divorcent rapidement. Vous avez dit pour le meilleur et le pire, ça c'est voilà, c'est aussi l'enjeu. Oui, on le dit non seulement à l'église, mais dans la vie courante. Oui, le narratif a changé. Hein. Pour le meilleur. C'est ce que j'ai dit. Et à l'époque, comme le disent les gens de la Bible, les gens ne se connaissaient pas avant de se marier. C'est-à-dire n'ont pas encore commencé. Voilà, puisque aujourd'hui. À connaître l'intimité de l'autre. Voilà, aujourd'hui, la fiancée l'a mariée. Même elle a même pris la dot avant qu'on apporte des choses aux parents. Tout ce qu'elle a comme cadeau. Et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un mariage d'intérêt. Un mariage d'intérêt. Et lorsque on est derrière l'intérêt, là où on va, on ne sait pas quelle éducation les gens ont reçue. Nous avons des parents ici, quand ils te demandent, quand tu vas grandir, tu vas te marier à combien de femmes? Tu dis une femme, le parent te dit tu es bête et tu vas vite mourir. Donc si tu es en face de ces gens, parce qu'ils ont les moyens, et tu les suis, c'est que tu seras déçu parce que une seconde, une troisième, elle viendra toujours s'ajouter. Donc voilà que les gens poursuivent tellement l'intérêt aujourd'hui, et surtout les femmes et aussi des hommes. Il y a aussi des hommes qui poursuivent l'argent facile et également arrivent dans des conditions où soit, comme je l'ai dit, c'est une mentalité déjà préparée pour aborder suffisamment de femmes ou d'hommes, parce qu'il y a aussi de ces femmes qui ne peuvent pas être seulement avec un seul homme, où on arrive, on constate que, au fait, bien sûr que c'est à l'église, on s'est retrouvé, mais derrière le vestibule, c'est Zissou même là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, et avec des pratiques, des choses que les gens sont obligés aussitôt arriver, quand l'argent finit aussi, et c'est la fin du... L'amour est terminé. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on dit il y a, sinon on constate. Aujourd'hui, l'amour ne finit plus dans le tombeau. Hein. Le tombeau, non. L'amour, c'est à la sécheresse. Lorsque la poche est séchée, il n'y a plus à manger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des unions, par exemple, où il y a tellement de difficultés, il n'y a pas moyen de respirer dans ce couple. Souvent, on parle de couple toxique ou d'un conjoint toxique. Et du coup,
arriver à un moment donné, des gens désirent ou souhaitent se séparer, n'est-ce pas? Alors, il y a un auditeur, et là je dis aux auditeurs qui peuvent aussi participer au débat, nous envoyer pour l'instant donc leur sujet, enfin leur commentaire par message. Ça peut être SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Un auditeur qui nous dit pourquoi il y a trop de divorces aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les filles, surtout, n'intègrent pas qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Plusieurs filles se disent que je vais et que si ça ne va pas, je ressors. Et si devant le pire, elles ressortent. C'est tout simple. Plusieurs filles se marient en ayant en tête comme quoi c'est un devoir pour faire des enfants à un homme, mais le reste, c'est possible d'avoir donc des amants dehors. Et c'est l'autre scandale aujourd'hui dans la cité. Oui, c'est un autre scandale comme vous venez de le dire, mais il faudrait qu'on place ce sujet-là sur deux époques. Moi, je dirais que au temps des anciens, bon, puisque nous nous considérons un peu jeunes, donc au temps des anciens, le mariage suivait un certain nombre de critères. Avant de se marier, on voit d'abord s'il y a affinité. Oui. Affinité, ce qui suppose que l'un et l'autre devaient aller vers ce que nous appelons une certaine compatibilité. Donc, est-ce que je suis compatible à telle personne sur le plan scientifique, hein, je vais parler du comportement, d'autre part de behavior, d'autre part même de choses, du feeling, la façon dont les choses vous vous sentez en face d'un homme, l'emphase, tout ça là, voilà. Donc, ça faisait partie des éléments qui entraient en ligne de compte. Même on consulte l'oracle. Parfois, oui. Chez les anciens, on consulte l'oracle pour voir est-ce qu'il y a une longévité. Est-ce que le parcours là sera semé d'embûches? Est-ce que ça peut aller loin? Il y en a qui le font. Même jusqu'alors, les gens consultent l'oracle ou bien aller vers les charlatans, même dans la religion. Les prêtres, les pasteurs, voilà. C'est qui peut demander un temps pour prier. Pour prier, pour voir ce que ce mariage, ce lien qui va être celui-là augure dans l'avenir. Donc, il y a tout ce processus-là qui est fait avant d'aller vers le mariage. C'est autant des anciens, ça. Et n'oublions pas aussi, autant des anciens aussi, il y avait aussi ce que nous appelons des... Et personne n'a le droit d'outrepasser ou bien de violer certaines dispositions de ce pacte. Donc ça faisait que même si ça ne va pas dans le foyer, il y avait un sacrifice supplémentaire qui était fait au niveau des deux conjoints pour garder l'équilibre familial, pour faire en sorte que le lien de mariage là ne se brise pas. Bon, quand nous revenons à notre temps, oui, au temps moderne, c'est vrai que nous avons brisé certains codes. Et ça fait que pour se marier maintenant, nous n'allons plus sur des bases sérieuses. C'est peut-être le physique, oui, peut-être la barrière sociale, voilà, et comme on le dit, la position sociale du conjoint ou bien de la conjointe. Et ça fait que le mariage, alors, les critères qui déterminent maintenant ou bien qui sous-tendent ces mariages sont parfois des critères de complémentarité. Je suis pauvre, je vais me marier à quelqu'un qui est riche et bon, il y aura complémentarité, il peut m'aider à me relever. Bon, parfois aussi c'est au niveau des talents. Vous voyez un artiste qui chante bien mais qui voit qu'il y a un bon arrangeur aussi qui est très talentueux. Bon, si on se met ensemble, ça peut aller bon. Et on se base sur des considérations beaucoup plus superficielles. Et ça fait que le jour où ça ne répond plus, puisqu'on n'est plus dans en tout cas dans un engrenage de pacte ou bien de choses, bon, on quitte. Et voilà, on se sépare, il n'y a pas de problème. On se dit que bon, ça ne va pas, on ne se comprend pas et c'est fini. Et surtout que nous jeunes, alors nous n'avons plus de patience, nous n'aimons plus qu'on nous dise non, supporte, fais le sacrifice, fais ceci, non, il n'y a pas de problème. Non, nous n'aimons plus, nous sommes plus, nous avons des idées de liberté, de droit de l'homme, vous comprenez. Donc, ça fait que chacun va de son côté, quand ça ne va pas, pour un moindre pépin comme ça, on veut divorcer. Alors, ce qui n'était pas le cas de par le passé. Et je voulais finir aussi pour dire que il y a un autre aspect que certains sociologues, sur lequel certains sociologues ont travaillé, ils parlaient de ce que nous appelons la concession. Dans un mariage, il faut beaucoup de concessions. Parce qu'il y a certaines femmes
qui sont dans un registre donné en matière de conditions de vie, style de vie, peut-être même vous pouvez voir des femmes qui fument, des femmes qui n'aiment pas s'habiller en pagne. Et quand elles se marient avec un monsieur qui est issu d'une famille beaucoup plus, disons, traditionnaliste, vous comprenez, il y a souvent de ces clashs et tout ça là, mais elle est obligée maintenant pour garder son homme de faire des concessions. Le monsieur aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui même des mariages entre deux personnes de religions différentes. Oui, si. Les gens font des concessions. Si moi j'ai une femme chrétienne, moi je suis musulman, vous comprenez. Oui, donc si il arrive que nous n'arrivons pas à nous entendre sur un côté religieux de la chose, nous pouvons nous faire des concessions. Des concessions ne voudraient pas dire que vous allez briser les codes de votre religion, non. Mais vous pouvez vous entendre autrement. Et je pense qu'avec le temps, vous pouvez trouver un terrain d'entente et les choses vont marcher. Donc voilà ce qui manque et ça fait qu'aujourd'hui, pour un petit problème comme ça, on est prêt à se séparer. Et le drame dans ça, ce sont les enfants. Les enfants qui... Les unions qui ont déjà des enfants. Et quand vous allez au tribunal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plein. Vous voyez, tribunal pour enfants, des mamans qui viennent avec des enfants qui pleurent parce que entre-temps le papa ne paie pas donc la pension et tout ça. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Oui, je vais rebondir sur deux éléments fondamentaux que Acha vient de dire. La concession. Je vous renvoie à la chanson de Haïté Dignefa, Son Dédé, oui, où il faut toujours faire des concessions. Bon, si c'est programmé, après on verra. Oui, à la fin, on va chercher Haïté Dignefa, Son Dédé, sont les fous. Donc, il faut chercher ça. Oui. Et après, deuxième élément, il dit que aujourd'hui les femmes se marient, et tout en donnant des enfants, ont des amants dehors. Bon, les garçons, les hommes aussi. Oui, on parle de bureau. Tout ça là. C'est pareil. Hein. On l'a collecté où? C'est les télés. Oui. C'est devenu une éducation qui détruit nos mœurs. Et ça, il faut avoir le courage de pouvoir s'extirper ou combattre cette vision de la chose. Et les jeunes ont pour des modèles, prêtez-moi les noms. Oui, ça c'est vieux maintenant. Déjà, ces histoires-là, mais c'est ça. C'est ça qui a détruit nos mœurs. C'est ça qui a détruit nos mœurs. Oui. Maintenant, avec les séries Afro-Novella. Oui, si. Il y en a plein. Parce que c'est ça la mode. Ouais. C'est ça la mode. C'est ça l'éducation. Alors là-bas, c'est une fiction. C'est un film qui a été. Alors, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message il y a quelques jours là sur le sujet. Il vient d'envoyer encore un message, ça m'a permis de retrouver l'ancien message. Il disait le jour-là, j'aimerais interpeller tout le monde sur le problème de divorce dans les foyers. Ça détruit la famille, ça détruit l'éducation des enfants, ça augmente la prostitution déguisée en plusieurs partenaires sexuels, ça détruit la cohésion sociale dans le pays. Et à l'époque, il nous priait presque de revenir fondamentalement donc sur la famille épanouie. Alors là, on a commencé le débat, il a envoyé notre message, il dit « Je pense que le loup est entré dans les foyers. » Il veut parler de la culture occidentale. Vous faites donc tout à l'heure allusion aux telenovelas. On a longtemps pensé que tout ce qui vient de l'Occident est bon, alors que c'est faux. Il nous faut retourner à notre éducation, la vraie. Mais qui peut vous aider à ça aujourd'hui? Oui. C'est l'État. Quel État? Vous savez, l'ambition aujourd'hui de beaucoup de femmes de devenir leadership féminin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la télé, ce n'est pas la télénovela star. C'est aujourd'hui. C'est notre phénomène. Mais écoutez, vous êtes là, il y a un parent qui est là, qui a travaillé pendant 30 ans. Il a pris sa retraite, il n'a pu faire que soya l'un. Pendant que 2 jours après, la jeune fille du voisin qui est tombée sur un promoteur du leadership féminin, mais on casse la maison, on érige une maison à étage. Il commence par insulter ses enfants. Allez aussi, ou bien.
On va écouter ces histoires-là, ouais. Oui, et vous allez voir, beaucoup de femmes qui portent des noms de mariés, mais visiblement qui vivent seules. Ah ouais? Oui. Ben, et le danger... Ça dit qu'elles ont divorcé Depuis. Bon, depuis? est-ce qu'elles ont divorcé? Pas forcément. Bon, parfois des séparations. Des gens sont à la maison, ils ne se parlent pas pendant 5, 10 ans, 20. Comment on vit ça? Mais c'est ça. C'est ça qu'on dit La séparation de corps, ouais. Bon, non, pas Oui, il y a la séparation de corps. C'est de fait. Voilà, c'est comme ça ils vivent. Et l'homme n'a pas droit à la parole. Vous comprenez? Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les enfants. D'autres, c'est parce que les parents ne donnent pas l'argent aux enfants. Et voilà, nous privons les enfants et la femme de moyens. Mais ailleurs où les gens en ont, mais ça gâte plutôt. Et les enfants, parce que soit c'est la femme qui veut plus se mettre à l'aise, et les enfants, ça devient une gangrène, ou soit c'est l'homme. Donc c'est des deux côtés. Donc aujourd'hui, comme le dit l'auditeur, il faut que vraiment qu'on puisse redéfinir au Togo ce qu'on appelle un leadership. Vous savez, quand vous prenez, même dans la presse, en termes de conflit d'intérêts, et la femme de Césaire ne doit être reprochée de rien. Lorsque Césaire reproche ta femme d'infidélité, il s'en est séparé. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que nous devons ramener. Et il y a ça aussi, hein, l'infidélité. Oui. Qui donc s'est invité dans les foyers. Dans les foyers. Et quand on parle de l'infidélité, c'est deux côtés. Hein. Souvent, on a envie de voir que les femmes, ce qui n'est pas totalement vrai, les hommes aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé des bureaux. Oui, c'est aussi de l'infidélité. Oui, notre excuse est que, bon, si vous avez opté pour une famille polygame, donc quand on parle de deuxième bureau, pas forcément une histoire de sexe qui se dessine, mais peut-être un processus pour amener la deuxième femme. Attention. Et ça aussi, ça ne doit pas être considéré comme une infidélité. Mais bon, vous allez retrouver... Ça dépend de quel côté on se trouve. Ça dépend de quelle religion. Voilà, tout à fait. Vous allez retrouver dans des foyers où, parmi les 2 ou 3 enfants, peut-être aucun n'appartient à l'homme. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Mais je dis qu'il y a des cas... On m'a raconté une histoire qu'il y a tellement de problèmes dans le foyer, et puis un matin, quelqu'un a donné une alerte donc, au monsieur, et qui a voulu contrôler les enfants qu'il a. Il en a au moins, je crois, 4, on m'avait dit, et quand on contrôle, aucun d'entre eux n'appartient à l'homme. C'est possible. Ah oui? Mais c'est un scandale, ça. Ah oui? Non, c'est pas un scandale. C'est un scandale. Attendez, c'est pas un scandale, et c'est pas un scandale si l'homme sait. Mais parce que, attendez, non, il y a de choses. Non, laissez, je vais vous dire. Je vous renvoie à Francis Bébé. Oui, il y a chanté. Oui, laissez les chansons. Non, nous, il y a des réalités. Oui, bien sûr. Il y a des réalités qu'on a vécues. C'est sérieux ce qu'on te dit. C'est sérieux. Quand on parle d'alliance, c'est ça. Autour du mariage, c'est ça. Il y a des fois où des foyers, on sait que l'homme ne peut pas avoir d'enfants. D'accord? Si c'est l'homme qui ne peut pas, il y a des endroits où on trouve des arrangements, soit dans la famille ou chose. Mais il y a ailleurs, si c'est l'homme qui est bon et la femme non, on s'entend aussi pour que l'homme puisse gérer. Mais d'autres refusent. Mais le plus scandaleux, ce qui est scandaleux, c'est que l'homme pense que c'est ses enfants, alors que c'est des enfants d'autrui qu'on lui a amenés. Est-ce que vous voyez? Mais si par exemple, chez moi, où vous me ramenez et vous dites que les jumeaux sont à moi et que je veux leur faire les cérémonies de jumeaux en Pays-Bas, on a foutu les enfants en l'air. Tout à fait. Oui, parce qu'on va leur faire des cérémonies qui ne sont pas adaptées. Mais là, il faut avoir la chance de tomber sur un bon ou bon qui va dire que l'enfant n'est pas à toi. Oui. Et qu'on arrête. Je ne sais pas si vous voyez. Sinon, on a foutu en l'air la vie des enfants. Et c'est comme ça, dans beaucoup de contrées, même dans vos gants et ailleurs, quand la femme tombe enceinte, c'est la pédale. Oui, il y a des cérémonies qu'on lui demande de faire. Mais là, si elle refuse de le faire, ou elle dit que je ne peux pas, là c'est qu'elle-même elle a de doutes sur les enfants. Donc nos sociétés traditionnelles
ont prévu beaucoup de choses, mais que le modernisme, malheureusement, a gâté. Donc, voilà comment alors, si vous permettez, je voulais lire quelques, parce que j'ai une tonne de messages ici. Nous sommes la parole docteur Francisco. C'est leadership féminin. C'est très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent femmes libérées. C'est quoi ça, femme libérée? Femme leader ou femme libérée? Femme libérée, monoparentale. C'est elle qui s'occupe de l'enfant. Toi, tu n'es rien. C'est ça. Ce qu'elles appellent aujourd'hui leadership féminin. Ils sont rentrés dans d'autres considérations qui ne sont pas les nôtres. Et aujourd'hui... Moi, je connais des femmes qui sont dans leur histoire, là, de femmes, vous avez dit... de leadership féminin, qui sont donc en foyer, un homme, des enfants... Et non, je parle plus des foyers monoparentaux. D'accord. Les femmes qui s'occupent plus des enfants et l'homme est ailleurs. Sur mon regard. Moi, je vois rien. Sur mon regard. Ça s'est passé même chez nous. Alors, allez-y, Yacha. Non, je voulais qu'on reprécise un peu le concept de leadership féminin. Le leadership féminin, ce n'est pas ce que nous appelons communément le libertinage ou bien la dépravation et autres. Non. Et je pense que l'État togolais ne va pas s'engager sur ce chemin si c'était vraiment, en tout cas, une dépravation ou bien des dérives au sein de la société. Le leadership féminin veut que la femme s'affirme. L'affirmation de la femme, c'est par le travail, c'est par son intelligence, c'est par son apport à la construction de notre pays. Et au Togo, nous avons de ces femmes dignes qui sont au foyer, qui sont mariées, ou bien il y en a qui ne sont pas mariées, mais qui participent à la construction de notre pays avec dignité. Des enfants. Je dis avec dignité. Vous comprenez? Et donc, sur ce tempo-là, nous n'allons pas décourager nos jeunes sœurs qui ont aussi des modèles dans la société en matière de leadership, qui veulent vraiment aussi s'assumer, aller vers l'autonomisation de la femme, aller vers les femmes aussi qui contribuent à l'émancipation et à l'épanouissement de la société togolaise. Donc, moi, j'encourage l'État togolais à continuer encore dans cette politique de leadership féminin pour donner à la femme la place qui est la sienne au sein de la société et qu'elle participe valablement et dignement à la construction de notre pays. Ce débat est très intéressant. On parle du leadership féminin respectueux de l'éthique de vie. Je m'arrête là. Oui, d'accord. Permettez que je puisse lire quelques messages des auditeurs. Vous avez reçu balle perdue, Acha? Non. Alors, il y a un auditeur qui dit aujourd'hui le mariage se fait à l'européen. C'est l'intérêt qui guide les uns les autres à se mettre ensemble. C'est pourquoi aussitôt le mariage est fait, aussitôt le divorce s'ensuit, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. Le divorce est à la mode maintenant, qu'on appelle gourmet. Les réseaux sociaux, le portable, les groupes WhatsApp sont une grande source de séparation de couples. Nous avons maintenant le même, presque tous les dimanches, des groupes de femmes dont la plupart sont divorcées et qui boivent et fêtent dans les bars. On a également des groupes de femmes leaders, des femmes battantes qui veulent la liberté pour ne pas être sous l'ordre des maris. L'avenir des enfants dans ces foyers est en danger, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, bon, lui il fait référence donc à la série web Aroué. Bon, comme c'est une fiction, bon, on va pas trop s'étaler là-dessus. Un autre auditeur qui nous dit, j'ai mon petit frère qui est un cadre dans une société de la place à qui sa femme mène la vie dure. Ils ont 2 enfants et la femme est institutrice d'une école primaire, mais elle ne respecte pas son mari qui lui a aidé donc à trouver ce boulot. Elle fait des caprices sur le foyer. Actuellement, le problème est à la justice
chez les juges pour enfants au premier abord. On a convoqué à la brigade de recherche 2 fois, secondo chez le procureur de la République 2 fois, et pire encore, elle veut gâter le boulot du mari. Le juge demande au petit frère d'amener son bulletin de paye pour le prélèvement. Je vous informe qu'ils n'ont pas fait le mariage légal et ils ont 2 enfants de 15 ans et 8 ans. Voilà. Et il y a tellement de... En fait, c'est symptomatique des problèmes que nous évoquons. Il faut lire, afin de mariage là, et le droit des enfants, il faut lire bien le code de la famille. C'est pas parce qu'on n'est pas marié que il y a des choses comme les obligations qu'on ne doit pas rendre. Quand on parle ici, le pire, c'est nos frères et sœurs qui s'en vont se marier dans des pays liberticides comme Canada, Amérique et autres, ou même nos propres sœurs qu'on prend du village, qu'on amène là-bas. Elles deviennent des poisons. Vous aurez constaté qu'il y a eu même des suicides, des choses ces derniers temps. Mais je dis que c'est encore une des pires des choses de prendre une femme, encourager surtout, et son frère ou chose à amener une femme au Canada, dans les Amériques, des trucs, quelque chose, et arriver là-bas, elle fait un enfant, elle fait 2 enfants, c'est fini, elle divorce, et c'est fini, c'est l'homme, on coupe, par exemple, ce que le frère est en train de dire, que c'est l'auditeur est en train de dire que on veut couper le salaire, oh là-bas c'est pire, quand on te coupe là, tu n'as plus, il y a des gens qui carrément divorcent, parce que sur le frère, si on me coupe plus de la moitié, je rentre au village, je vais cultiver. Je laisse, on te prend bien sûr. C'est un vrai problème. Un autre auditeur qui nous dit là, à propos de l'augmentation des divorces dans la société, une étude sociologique pourra nous situer sur les couches sociales et professionnelles les plus touchées. Personnellement, je trouve que les divorces sont liés aux causes suivantes. La religion. Les nouvelles églises dites réformées qui diabolisent le sexe avant le mariage font que les jeunes se marient plus pour avoir une autorisation d'avoir des rapports sexuels avec la bénédiction du pasteur. Le mariage idéal, selon les telenovelas, a perverti nos esprits et on espère vivre cet amour idéal dans le mariage, mais on est vite déçu, oubliant que l'idéal est une chimère. Les causes sont multiples, mais ce sont les 2 que je retiens, dit donc cet auditeur. J'ai tellement de messages sur le sujet. Et il y a un auditeur qui dit, c'est là où je voulais qu'on avance pour pouvoir passer à un autre sujet. Maintenant, c'est ce qu'il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment remédier à cela? Je crois que c'est la question la plus importante aujourd'hui. Ça dépend des sociologues. C'est le travail des sociologues. Et faire des propositions? Non, quelle proposition? Il faut revenir à nos sources. Comment nos aïeux ou nos parents ont fait que même s'il y a un problème... on est en 2024. Hein. Je n'en disconviens pas. Et il faut voir les leaders d'opinion, les leaders religieux, les leaders des communautés, pour pouvoir sensibiliser. Mais la question qui se pose, est-ce que ce sont des modèles, ces leaders-là? Il y a un auditeur qui dit qu'il y a aussi le problème de sexe. Hein. Les femmes qui portent caleçon et culotte pour se coucher. Ce sont des caprices. Pour ça, il y a pas... Peut-être il faut négocier. Hein? Ce sont des caprices. Oh non, il faut négocier. Donc, c'est un problème sociétal auquel nous sommes confrontés. Et il y a un auteur qui dit, qui va peut-être nous choquer, nos auditeurs, c'est ceux qui ont amené les droits de la femme mal expliqués, qui ont détruit nos sociétés. Oui, en partie. Mais on ne dira pas que les divorces ne proviennent que des femmes. Non, puisque mais il y a des gens, il y a des femmes qu'on a poussées pour aller faire des divorces qui regrettent aujourd'hui. Oui. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe avec la création des associations de défense des droits de la femme et égalité entre égalité genre, oubliant que la femme ne peut pas pisser comme l'homme. L'homme non plus. Non plus. Comme la femme. Ah oui. Ils n'ont pas intégré cette diversité. Nous sommes dans une société patriarcale, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas patriarcale forcément, mais nous avons des rôles
complémentaires. Bien sûr, bien sûr. Les divorces, aujourd'hui, il y en a plein. Hein. Oui. Surtout quand il y a encore des femmes, enfin des enfants dans cette famille-là, c'est horrible à regarder. Comment on règle ce problème aujourd'hui? Bon, sans te mentir, hein, si je vais un peu dans la religion musulmane, avant de faire le mariage, il y a des témoins. Le rôle clé de cet témoin, un instant, le rôle clé de cet témoin, c'est d'être des garants de ce mariage. Donc, vous allez voir qu'ils vont suivre les mariés, les jeunes mariés, et lorsqu'il y a de petits problèmes, c'est eux qui interviennent régulièrement. On les appelle parrains et marraines. Oui. Mais chez nous, nous parlons de témoins dans la religion musulmane. Oui. C'est leur rôle. C'est pareil aussi. Mais il se passe que aujourd'hui, la plupart des mariages sont célébrés de façon fantaisiste. Vous voyez des gens qui s'attrapent dans la rue, c'est une façon de parler. Et il dit bon, moi je prends mes parents ici, qu'est-ce que je fais? Bon, l'ami du quartier là, je le prends comme témoin, comme il représente mon papa, quelqu'un qui est peut-être de passage dans un village, on le prend pour témoin. Il va quitter le village, ça voudrait dire que c'est fini, il ne sera pas là-bas pour suivre les choses, comment l'appelle-t-on, le couple. Et lorsqu'un problème survient comme ça, il n'est pas là pour répondre, il n'est pas là pour contrôler ou bien pour donner des conseils, pour prodiguer des conseils aux jeunes mariés. Et ça fait que ça capote. Donc il y a plein de mariages qui sont célébrés aujourd'hui sans ces bases-là fondamentales plutôt, qui caractérisent les mariages. Bon, maintenant, j'ai parlé aussi de la concession. Je pense que les jeunes couples doivent aller vers la concession. Savoir que, quel que soit le problème au sein du foyer, à un moment donné, on doit taire nos orgueils. Aller vers la concession. Si c'est la femme, qu'elle sache que je suis en face d'un homme qui n'aime pas ceci. Il y a droit de l'homme, hein? Non. Je parle de nos sociétés africaines. Nous parlons de l'Afrique. En Europe, ça peut s'expliquer autrement. Mais ici, nous parlons de nos frères et sœurs. Ce qui peut sauver nos mariages, ce sont les concessions. Et qu'on soit prêt à faire des concessions, qu'on évite les orgueils, parce que parfois, vous allez voir des gens, il sait très bien que c'est un mariage qui ne va pas marcher, mais par orgueil, il va dire que non, je vais prendre la femme là, pour qu'on sache que c'est moi qui ai pris la femme là. Alors qu'en réalité, il n'en a pas la capacité. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas avoir cette femme. Il y a des femmes aussi capricieuses de nature, impolies de nature, et qui font des mariages avec des gens d'une famille, je mets entre griffes, respectable, qui ne tolèrent pas certaines choses. Oui, ça veut dire, un peu comme Francisco disait, mais ça veut dire que le travail préalable qui devait être fait n'a pas été fait, et donc du coup, quand on est en couple, ça crée des problèmes. Et quand on est en couple maintenant, on est devant le fait accompli. Donc il faut aller maintenant vers des concessions. D'accord. Très bien. Oui, Franco? Non, qu'est-ce qu'il faut faire pour cesser... La gouvernance, c'est à eux de trouver la solution? Non. Il faut que chacun, disons, se connaisse et se ressaisisse. C'est très important. Aucune cassure n'a jamais été heureuse. Moi, j'en ai connu beaucoup. Je n'ai pas vécu. Hein. Bien sûr, on comprend. Parce que il faut savoir connaître son joueur à qui j'ai affaire. C'est douloureux, hein? Oui. Et maintenant, comme on le dit, la patience, parce que moi, j'ai vu des gens qui se sont, c'est-à-dire même, peu, ils allaient même se donner la mort, mais à la fin des comptes, ils se remettent ensemble. Mais pendant ce temps, ils ont eu à casser les enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas évolué comme cela devait. J'ai connu des couples séparés et après beaucoup de disputes où l'homme et la femme peuvent faire 5 ans, 10 ans, même dans la même concession sans se parler. Mais quand le survivant, tu te parles, mais tu verras que c'est-à-dire que le survivant c'est-à-dire que c'est un regret d'avoir perdu l'autre. C'est-à-dire que vivant, quand il était vivant, c'était encore mieux. Mais pour finir, je vais vous dire ça, c'est un témoignage que moi-même, ma maman m'a dit. Elle dit, mon fils, si je savais que c'est comme ça, et l'avenir, je n'allais pas quitter mon foyer. Donc c'est un message que moi j'adresse à toutes les femmes. Et à tous les hommes. Surtout les femmes d'abord. La facilité, c'est rien. Là où je vous dis,
vous allez voir, vous voyez l'homme, c'est à l'église, il est comme, comment l'appelle-t-on, le diable, le servant de messe. Voilà, le servant de messe. Quand vous rentrez à la maison, ne pouvez pas quoi, à Dikalasso. Enfant de cœur. Ah oui, ah oui. Ça dit que ce n'est pas seulement le bien matériel qu'il faut poursuivre. Il y a la stabilité. Il y a la stabilité. La paix du cœur. C'est tout ce que les gens disent. Moi, j'écoute les gens, il ne faut même pas se connaître, c'est-à-dire avant d'aller se marier. Mais les gens se sont retrouvés à l'église pendant que des femmes ou choses à qui on a arraché tout l'utérus, qui se retrouvent à l'église comme enfants de cœur, comme ils n'ont jamais rien touché. Mais le lendemain, quand on est arrivé à la maison, ce n'est pas Dieu qui n'a pas donné enfant. Parce que la femme a mal vécu. Tout à fait. Et ça, l'homme est parti ramasser parce que, se disant que c'est à l'église qu'il peut trouver choses. On peut trouver la femme partout. Bien. Mais ne pas se cacher et derrière ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez pas. Dites-lui la vérité. Si vous-même voyez, dites-lui. Si elle vous suit, c'est qu'elle vous a suivi. Monsieur, je vais lancer un message. je voulais Juste un message, qu'on juste aborde un message. un autre sujet rapidement. Le code de la famille Oui. au Togo est très bien structuré. Vous ne pouvez jamais contracter un mariage civil sans avoir le certificat de dot. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est demandé clairement. Au moins, c'est par là que ça commence. Et les églises aussi, certaines églises Demande. avoir le certificat de dot. Certificat de dot, ce n'est pas ce que reconnaissance. Ah non, pas ça. Non, vous allez retirer ça dans votre commune. Oui, c'est la commune qui donne. C'est la commune qui donne. On va remplir et on apporte. On apporte. Bien. Alors, il y a une note qui nous dit, n'oubliez pas les coachs féminins qui n'ont aucune expérience du foyer, mais conseillent les femmes au foyer. Les célibataires qui conseillent les couples. Regardez juste les statuts de nos sœurs et vous ne serez pas étonnés de ce que deviennent nos foyers, dit l'auditeur. Il y a une qui dit, il faut aussi que les familles laissent libres les couples et que les belles-mères, surtout, soient tolérantes envers leurs belles-filles. C'est normal. Et tous les autres. Tout dépend du mari. Bien sûr, bien sûr. Monsieur, merci beaucoup. Et ça nous amène à peu près, si vous voulez, on va parler un peu de la culture avant de parler politique. La culture et tout ce que les artistes, les promoteurs culturels sont en train de vivre ces temps-ci. Je pense qu'on a oublié, mais j'ai écouté une chanson d'un artiste, je dirais pas désespéré, mais qui ne sait plus finalement avec quelle sauce ils seront mangés. Si vous voulez, je vais vous faire écouter donc cette chanson sur donc le fonds d'aide à la culture. Et nous pensons clairement que le problème on va écouter donc cette chanson. Vous pouvez mettre vos casques ainsi, puisqu'on est ainsi des fois on ne met pas les casques. Écoutez ce que cet artiste a dit et c'est symptomatique de la situation. Monsieur le ministre, où es-tu, moi? Le fond d'aide est où, moi? On attend toujours. Fond d'aide. Ça marchait. Dadema. Oh, oh, oh. Fika Gadema. Monsieur le ministre. Fond d'aide Dadema. Oh. Bon, voilà, c'est-à-dire, c'est juste parce que il a fait l'artiste là, c'est pas de qu'est-ce qu'il s'agit, mais qui a fait la chanson là, qui a duré 2 minutes 39, mais c'est révélateur quand même d'une situation qui est dénoncée finalement par tous les artistes. J'ai écouté il n'y a pas longtemps l'humoriste Badamassi, qui dans un live sur sa page Facebook a aussi dénoncé ce comportement. On les renseigne qu'ils auront quand même les résultats de qui va prendre l'aide. Et puis après, depuis, je crois le 3 janvier, rien. Mais il se passe quoi, Francisco, à votre avis? Il en sait quelque chose. Je ne sais pas, au niveau du ministère de la Culture, parce que je ne sais pas trop, mais visiblement, il doit y avoir des problèmes. Oui. Il y a de sérieux problèmes.
Vous savez, ça fait plusieurs mois que nous nous intéressons à ce ministère. Je peux même plus dire près de 2 ans. Il vous souvient que dans ce même studio, quand le confrère Liberté avait écrit un article sur le retrait d'un marché au niveau de Bassa. Oui. C'est-à-dire que le centre, le site de Roufounou, de Nangbani. Et après cela, nous avons écrit une lettre au ministre qui n'a pas reçu de réponse jusqu'à ce jour. Maintenant, nous l'avons rencontré. Mais on n'a pas eu ce qu'il fallait quand même. Nous avons continué nos travaux. Il se passe de sérieux problèmes dans ce ministère. Et quand je prends la question du fonds d'aide à la culture. Du fonds d'aide, on travaille là-dessus. Et oui, le fonds d'aide est géré. Ça dit qu'on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui était SG du ministère de la culture. Vous savez, en temps, le ministère a été disloqué. Oui, éclaté. D'accord. Voilà, qui est parti au ministère, je crois, de la com. Mais c'est la personne qui continue de gérer ces fonds. Donc, il y a un truc qu'ils ont fait, un mécanisme où, ça dit le fonds d'aide n'est utilisé, quand bien même chaque année, le gouvernement débloque les fonds, on dit que les fonds seront jumelés, c'est-à-dire de 2 ans, d'accord, pour pouvoir satisfaire les artistes. Cumuler. Voilà, pour que la cagnotte soit une chose. Mais ce que nous apprenons, c'est comme si, quand année -1, les gens mettent bas sur les fonds, et c'est le fond de l'année N+1. D'accord, N+1 comprend, et encore c'est toujours les miettes qui vont aux artistes. Mais il y a beaucoup de choses, même nous sommes allés même jusqu'au jeu de la francophonie, hein, parce qu'il y a des artistes qui sont partis, on a transporté leur matériel jusqu'à Congo, au Zaza, et le matériel n'est pas revenu. C'est là, oui, parce que l'avionneur qui a transporté ça devait être Askai, puisque nous sommes en train d'interroger également Askai pour voir est-ce que le ministère a payé. Il semble-t-il que le ministère n'a pas payé, donc le matériel des artistes n'est pas revenu, c'est encore là. Maintenant on demande à Askai de payer sans connaître les liens entre Askai et entre Ethiopian et Askai. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment c'est... En fait, nous sommes en train de finaliser un dossier là-dessus qui sera publié, pas dans la prochaine publication, mais la première publication du mois de mars. Je crois que c'est bien. Alors là, l'artiste qu'on a écouté là, qui visiblement il est excédé lui aussi comme plusieurs acteurs culturels. Mais la culture finalement aussi intéresse ou pas? Oh, la question se pose toujours. Est-ce qu'on a une... Mais c'est le ministre Pierre Lamadoko qui est là-bas, non? Oui, il est venu. Les choses ont commencé avant son arrivée. Et c'est là où je vais interpeller un artiste qui m'avait demandé de publier une tribune pour féliciter la création du fonds d'aide à la culture. Aujourd'hui, il doit déchanter quand même. Hein, il a la grande qu'il pouvait parler. Il voulait parler d'Eric MC. Ah, ok. Ah oui, qu'il parle aujourd'hui. Et on doit s'en inspirer, puisque la même chose va se passer au niveau de la presse. Le fonds de soutien des entreprises de presse qu'on a créé sans l'alimenter. Oui, c'est bien sûr. Si nous ne regardons ce qui se passe actuellement au niveau des artistes, il y a des gens qui ont pris ce fonds d'aide à la culture. Oui. Qui sont allés faire autre chose avec? Non. Ah, ok. Qui n'ont pas pu aboutir. On leur demande de justifier. Le docteur est là pour écrire des ouvrages, mais ça ne suffit pas. Ce fonds d'aide, moi je pense que il vaut mieux alimenter, créer un centre de formation des artistes. On l'avait connu.
mais créer un fonds d'aide seulement, et c'est à la tête du client qu'on donne des miettes pour aller exécuter un projet. Vous avez vu que l'autre là, et le cinéaste Sylvain Af, Oui. avait dénoncé ça dès le début. Oui. Oui. Le mal du Togolais, c'est que nous n'arrivons pas à dire les choses clairement, et on est dans les combines, et voilà les résultats. Ah oui, c'est-à-dire que l'État au moins donne de l'argent pour qu'on puisse soutenir, même si c'est pas beaucoup, qu'on puisse soutenir la culture. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés aujourd'hui à sortir cet argent? Ou c'est un peu comme Francisco Napoukra le dit, il y en a au ministère, je sais pas, qui mettent l'argent quelque part et qui ont du mal à le sortir clairement aujourd'hui. Les artistes sont en train de se plaindre là. Non, vous savez, le problème du Togo, c'est le management. Vous savez, il y a des gens qui, juste d'une certaine impunité, qui ne dit pas son nom, et ça fait que quand ils sont placés sur des projets, ils font tout à leur guise. Ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils font. Il n'y a personne pour... Comment personne? Ah, mais comment il n'y a personne? Nous sommes dans un état, non? Mais mon frère, c'est ce qui se passe. C'est ce que nous constatons. Il n'y a pas que le domaine de la culture, il y a d'autres domaines. Vous avez vu des projets qu'on a annoncés avec tambour battant et tout ça là, mais finalement quand vous allez sur le terrain, est-ce que vous voyez le résultat? Vous comprenez ça? Moi, je vous dis que ça décourage ceux qui prennent en tout cas ces initiatives-là pour le bien des populations. Ça va les décourager. Ça va les décourager. Parce qu'à un moment donné, l'État les autorités togolaises ont compris qu'il faut accompagner les artistes, il faut accompagner les promoteurs culturels, parce que ça fait partie aussi des éléments qui poussent les pays vers le développement. La culture, nous le savons très bien. Et les autorités ont mis en place ce fonds pour les accompagner. Mais ceux qui sont placés sur ce fonds semblent ne pas œuvrer comme il se doit. Il n'y a pas longtemps, cette web série Aroué dont tout le monde parlait, ou a parlé, et qui a même le chef du gouvernement à recevoir la productrice. Mais attendez, on peut soutenir ces jeunes, non? On peut les soutenir, mais il n'y a pas que. Non, il n'y a pas. C'est juste un exemple. Mais s'il y a le fonds d'aide à la culture, où il faut donner de l'argent aux promoteurs culturels, aux artistes, des gens qui quand même essaient, ou bien la culture n'a pas trop d'importance. Non, mais c'est trop d'importance. C'est pourquoi l'État a mis les moyens là-bas. Ah oui, c'est pourquoi l'État a mis les moyens, mais c'est seulement le management qui pose problème. Et il faut aussi je pense que c'est important aussi de le dire par rapport aux critères de répartition, parce que ça aussi, ça entre en ligne de compte. On parle aussi de pouvoir, c'est par appel à proposition. Vous avez un projet bancable, vous soumettez. Vous comprenez? Et bon, Dieu seul sait, est-ce que les gens ficellent bien leur projet? Ça aussi, il faut s'interroger. Ceux qui parlent, il faut s'interroger. Ils en savent quelque chose. Il a dit, il faut s'interroger aussi, parce que l'expérience a prouvé que parfois, il y a des gens qui sonnent l'alerte, mais quand vous fouillez, vous êtes en face des éléments d'appréciation, vous vous rendez compte que l'erreur provient plutôt parfois de ce qui... Alors, le comité d'attribution. Voilà. Donc, il y a cet aspect aussi qu'il faut voir. Et l'autre aspect, c'est que je pense que après un certain nombre d'années et de mise à disponibilité de ce fonds, il est important. Quoi? Vous voulez parler d'audit? Oui, mais bien évidemment. Ah non, mais un jour, le jour où on fera l'audit ici, on va arrêter tout le monde. Vous voulez qu'on audite le fonds de la culture pour savoir? Oui, en principe, oui. C'est comme ça se fait. Quand on fait l'audit, on voit là où il y a eu des ratés, ce qui a lieu de réajuster pour que les choses évoluent normalement. Mais si on prend l'argent seulement, on devrait chaque année, on met seulement, sans s'assurer que les fonds là sont bien gérés. Bon, je me demande quelle est maintenant cette philosophie que nous poursuivons. Vous savez, même sur le plan social, il y a eu un secteur où beaucoup de milliards ont été engloutis. Mais la jeunesse est en train de crier son désarroi sur le terrain. Vous comprenez? Vous suivez mon regard. Donc, ça fait que aujourd'hui, le problème au niveau de notre pays, c'est un problème de management et en dehors de ça, l'impunité. Et quand on parviendra à résoudre ces deux problèmes, j'ose croire que
plusieurs secteurs vont prendre leur envol. Alors, l'audit, on a déjà fait l'audit dans ce pays plusieurs fois. Hein. Il y a le dernier qui circule, peut-être qu'on va placer un mot là-dessus. On a audité l'INAM, on a audité la SAFER. On parle de détournement clairement et les auditeurs demandent à ce qu'on rembourse. Après, on s'est posé la question si la seule sanction qui existe est de rembourser. Oui, sur le fonds d'aide à la culture, un peu comme à Tchavo aussi, vous soutiendrez qu'on fasse l'audit quand même de ces milliards que l'État verse chaque année? Non, même notre titre même, c'est en entendant la descente de l'inspection générale d'État, voici ce que Tampa a vu. Ah, c'est ce que vous avez publié en mars. C'est ce qu'on va publier en mars. Ah. Donc, ce qui m'a dit, c'est pourquoi je riais en attendant la descente de l'inspection générale. Voilà. Mais c'est un petit peu l'expression aujourd'hui qui arrive à coincer les gens. Bon, sa force, c'est de faire rembourser les gens. Mais nous, en fait, nous, quand on parle d'audit, les résultats d'audit, c'est que c'est bien de le faire et c'est aussi bon qu'on les conserve. Parce que demain, on va en travailler. Ça, c'est très important. Sauf que personne n'a accès, à part l'audit de la Cour des comptes, et que personne ne serait prêt à publier ça encore. L'inspection générale d'État, son audit, c'est sous la confidentialité du chef de l'État. Exactement. Mais ne soyez pas étonné que vous allez auditer quelqu'un, si vous-même vous ne portez pas les gants, que le lendemain, il soit nommé ministre ou premier ministre. Tout à fait. À votre tête, oui. Ça, non, ça, si vous êtes... Non, c'est possible. Non, il faut être un homme courageux dans ce genre de travaux. Qu'on soit auditeur, expert, il faut s'y attendre. Mais seul celui qui a commandité l'audit sait ce qu'il cherche. Parfois, on cherche à avoir de bons voleurs. Mais non, peut-être c'est ce que ça fait. Parce que les gens ont eu des problèmes avec ça. C'est-à-dire que quand l'inspection, bien les auditeurs se déplacent, parce que moi-même, j'ai fait un peu ce travail, quand vous déployez, mais il y a des gens qui trouvent en vous Dieu et qui se confient et qui vous donnent, qui peut même vous donner des preuves jusqu'à un domicile. Et c'est pas si vous voyez. Mais après, vous allez publier. Mais quand vous publiez, peut-être c'est le préfet là qui devait nommer ministre. Ah, il vous fait la misère. Vous fait la misère. Donc voilà comment ça se présente. C'est ça qui fait que les gens, on peut. Mais c'est bien de faire ces audits parce que de toutes les façons, les résultats sont consignés quelque part. Et que demain, de toutes les façons, la roue va tourner un jour. Quand ça tournera, on verra celui qui a effectivement remboursé ou ne pas remboursé. Bon, s'il y a des sanctions complémentaires, que ça soit fait. Mais il a dit tout à l'heure, les gens ont été financés. Je ne dirais pas que c'est les projets qui sont mal ficelés, parce que tous ces fonds ont hésité, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, depuis. On a copié, même si on fait semblant. Mais, donc, ça fait que les gens ont pu développer leur culture. Mais c'est que ici, quand vous faites un projet, vous voyez, les gens devaient être financés depuis il y a 1 an. Donc, ils sont au bout d'un projet. Au moment où le financement devait venir, ce n'est pas arrivé. On a rallongé. Et quand ça arrive que ce financement tombe, au lieu de, par exemple, 3 millions, on leur tend 500 000. Ils peuvent rien faire avec. Ils ne vont rien faire. Pendant ce temps, on a fait tam-tam, on les a amenés devant les médias, et les parents du village, tout le monde pense que leur enfant a eu de l'argent, et tout le monde vient. Non, c'est des réalités criardes. Donc, il faut que tout ça là change, parce qu'on dit qu'on va poursuivre certaines personnes, surtout des gens. Moi, j'ai interrogé Vondoli. Oui. Il y a plus de 6 mois. C'est un travail qu'on est en train de faire depuis presque 1 an et demi. Oui, on a interrogé Vondoli. C'est de lui que moi j'ai su que ceux-là qui ont été financés pour sortir des livres, par exemple, et qui n'ont pas pu sortir les œuvres, seront poursuivis pour rembourser les sous. Alors qu'ils n'ont pas gardé les sous chez eux. Les sous sont allés directement à l'éditeur, mais seulement la contrepartie qu'ils devaient verser, puisque ils ont soumis un projet avec une modalité de financement. La modalité n'est pas respectée, on a minimisé la chose, et puis donc du coup, la personne surtout ne peut pas aller jusqu'au bout de son projet. Voilà des choses. Alors il y a un auditeur qui nous dit, j'ai comme l'impression que dans la fonction publique, tu essaies de monter un projet, une fois financé, tu en fais une propriété puisque c'est toi seul, et peut-être avec ton chef qui maîtrisait les lignes
intégrés dans les différentes rubriques, c'est normal que les détournements fassent légion, dit donc l'auditeur. Ça, on connaît ça. Ça fait partie de nos écrits, ça fait partie de notre série. Oui, n'oublions pas un aspect de la chose. Et c'est pas seulement du fonds d'aide à la culture dont je voulais parler. Je voulais plus parler des expressions générales d'État et expressions générales des finances. Oui. C'est les deux jardins du contrôle de la finance publique. Quand ils y vont, soit pour les vérifications, ou des contrôles ou des audits. Ils relèvent beaucoup de choses. Mais les sociétés ou les sociétés d'État épinglées, on leur demande de rembourser. Ils seront seulement justifiés. N'oublions pas que ce sont ces sociétés qui accompagnent les campagnes du gouvernement. Et donc, ils amènent des justificatifs. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. C'est ça le nœud du problème. Vous prenez Togocel ou Togocom. Vous prenez toutes ces sociétés d'État. Ils participent. Dans quel pays sommes-nous? Les gens ont vendu. Non. Je parle. Aujourd'hui, bon, ce qu'on parle, je parle. C'est pas le passé, je comprends. Pas le passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est arrivé. Et pour le passé, tout ce passé sombre, vous parlez de ça, vous parlez de Dynam. Oui. Est-ce que c'est les directeurs de ces sociétés qui ont géré les fonds ou ces sociétés ont participé à des campagnes? On parle de 2021, hein? Nous sommes à 2024. Oui. On ne sait ce qu'adviendra. Non, c'est ça le. Oui, mais le titre a toujours porté sur les années antérieures. Oui, oui. Ce que vous dites, c'est compréhensible. Que des sociétés participent. Ce n'est pas normal. Participent aux choses. Et ce n'est pas du tout normal. On devait les sanctionner. Les gens viennent pour ce qui est justifiable, mais pour ce qui est à rembourser, ils doivent pouvoir rembourser. Et ne va pas. Vous voyez par exemple, la sanction ne doit pas seulement le rembourser. L'INAM qui tend vers la mue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que, bon, ok, on ne veut pas faire le bilan? Ouais, à la dame de l'INAM. Donc, on quitte OTP, on vient à IFG, de IFG, on devient à SNPT. Bon, c'est ça. Bon, en fait, puisque des fois, quand vous... Et donc, on passe tout ça par perte de profit, et puis ça fait, on n'en parle plus. Même il y a l'autre là qui avait dirigé Togo Telecom pendant longtemps. Chamsi. Non. Bikassam. Quand on le dérangeait, même quand je prends la Sotoko, attendez, on trouvait les fonds pour mettre à disposition les camions pour transporter les gens pour la campagne électorale et autres. Voilà, c'est des pratiques qui font que ces gens aussi, ils profitent. Aujourd'hui, clairement, par rapport donc à ce dossier-là de l'INAM et de la SAFER, l'inspection d'État fait un audit qui affiche clairement qu'il y a eu des détournements énormes dans ces deux sociétés-là. Voilà. Et bon, la sanction, je ne sais pas si ça a eu une sanction, mais il y a eu une recommandation à ce qu'on rembourse les fonds. Voilà. Pourquoi se rembourser? Non, c'est une recommandation. De rembourser, les gens remboursent. Je regarde un peu certains. Ah ouais? Est-ce que c'est à l'intégralité qu'ils remboursent? Oui, ils vont rembourser. Ils vont justifier. Oui, mais rembourser. Mais ça, c'est vrai, je dis que nous, ce n'est pas la conséquence immédiate qui nous intéresse. Parce que nous sommes dans une circonstance où il suffit que quelqu'un ait pleuré quelque part, qu'on dise bon, ok, laissez-le. Je ne sais pas s'il veut pas. Parce qu'il y a des réseaux qui peuvent se former, aller demander pardon pour quelqu'un et autres. Voilà, c'est le nom, voilà ce qu'il a fait. Il a fait avec l'argent. Et puis on peut l'élargir. Et puis il y a des gens qui ont leur charlatan tout. Les marabouts, les pasteurs. Non, excusez-moi, ce qui se passe dans ce pays, vous ne le savez pas. Ces gens
qui dépêche des marabouts, tous pour pouvoir conjurer. Ça sort là. C'est ça. Donc voilà, il faut porter les gants. Ce n'est plus quand le Hamas a attaqué l'Israël, c'est avec les bombes, c'est pas avec la Bible que Israël a riposté. Ah bon. Donc les gens sont sur les pieds de guerre, ils mobilisent tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Oui, Acha Ibrahim, sur le sujet. Non, j'ai parlé de l'impunité. Je pense que l'autorité de l'État doit s'affirmer. Et il faudrait que l'État commence déjà par voir clair lorsqu'il y a des cas de détournement et constitue les gens devant leurs responsabilités et les conséquences qui en découlent. Je pense qu'on doit aller tranquillement dans ce sens. Et surtout, je voulais terminer par là, quand un État se veut démocratique, un État a nourri de nobles ambitions pour l'émergence, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, il faut commencer déjà par penser en ce sens, intégrer les normes en matière de gestion orthodoxe des finances publiques. Je pense que les choses iraient mieux. Mais si le copinage vient par là, la coquetterie, vous savez, il y a avec... non, bon, je ne parle pas de militantisme, parce que l'État, c'est l'État. Donc, vous comprenez. Donc, voilà. Il y a d'autres choses qui vont... Puisqu'on parlait de la culture, il y a un auteur qui dit « Je ne me plaindrai jamais pour un artiste togolais qu'il attende 2025 pour battre campagne électorale, pour qui, on sait, les artistes togolais ne me font même pas pitié. Je préfère voir la presse développer que les artistes qui sont, bon, il a utilisé un mot que je ne vais pas prononcer à l'antenne. Pour la presse, oui. Pour la presse, Isidore a enlevé quelque chose, le fonds d'aide là. C'est un piège dans lequel les organisations de presse ne doivent pas tomber. Nous avons ce qu'on appelle une aide de l'État à la presse, qui n'est que 150 millions. Nous demandons simplement qu'on porte cette aide-là à 800 ou bien 900 millions ou 1 milliard 800 millions. Tel que recommandé par les États généraux de la presse tenue à Palimé. C'est simple. C'est-à-dire que nous, la manière dont l'aide est répartie, c'est la meilleure des manières possibles, même si on trouve un peu de cœur, mais c'est comme ça. Il faut augmenter seulement cette aide-là, le fonds d'aide-là, il faut... le fonds de soutien. Voilà, le fonds de soutien, il faut laisser. D'accord, il y a l'auditeur qui nous dit que peut-être qu'on a oublié que Togocom a sombré après une grande campagne électorale. Et le DG de cette société, en ce temps, a dit à tout haut ce à quoi a servi donc ces fonds disparus. Et depuis là, il est là, tranquillement. Malheureusement, cela a conduit à la privatisation de cette société et qui a entraîné sa filiale Togo Cellulaire et qui n'avait aucun problème. Il dit donc l'auditeur, on comprend exactement. Juste un mot sur la politique avant de donner la parole aux auditeurs pour le direct. Et les élections, on sait, c'est le 13 avril prochain. Bon, ceux qui veulent être candidats pour être députés ou conseillers régionaux, tout ce monde-là ont jusqu'au 28 février là pour déposer leur candidature. Alors aujourd'hui, on dénonce un découpage électoral, surtout la répartition des sièges. Mais est-ce que la solution aujourd'hui pour l'opposition qui bavarde beaucoup sur ce sujet-là, ce n'est pas de se mettre ensemble pour pouvoir contrer le pouvoir? Isidore d'abord. Oh, c'est pas possible. Chacun a son agenda. Quand tu crées ton parti politique, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir et l'exercer. Bon, s'il advenait que vous avez les mêmes visions, vous fédérez vos énergies, on ne peut pas les pousser vers là. Nous ne sommes pas notre première. On avait eu des recoupements. CST, C14, toutes ces choses-là. Pour mutualiser les efforts, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faut laisser le terrain libre pour qu'on puisse savoir le poids de chaque regroupement ou de chaque parti politique au Togo. Mais le hic, est-ce que la vérité des urnes sont proclamées au Togo? S'il y a une bataille qui vaille la peine, c'est de faire tout que la vérité des urnes soit proclamée. Parce que les scores qu'on donne aux gens, on leur attribue ça. Je m'en donne pour preuve. Certains députés ont été traités de buveurs de lait à l'Assemblée.
Et ceux qui les ont traités sont du pouvoir. Donc, c'est que, bon, si aujourd'hui vous y allez, si on veut vous ridiculiser, on vous donne un mec score et puis c'est fini. Donc, la bataille qui vaut la peine d'être menée, c'est d'avoir des élections libres, dont les résultats, bien sûr, seront proclamés. Alors, ce dont je fais allusion, c'est par rapport donc à la répartition des sièges. Et certains pensent que c'est illégal, ce qui a été fait. On conteste là. J'ai écouté même des partis qui ont parlé d'apartheid quand on parle donc des critères sur lesquels donc ces répartitions ont été faits. Vous avez, je donne juste un chiffre bizarre, vous avez 10 personnes qui peuvent élire un député, ailleurs 3 personnes peuvent élire un député. Alors on pense que c'est pas bien. Quel est votre avis là-dessus? Et face à ça, est-ce que c'est pas mutualisant les efforts qu'on peut peut-être être nombreux à prendre des sièges? C'était ça en fait l'idée de la question. Bon, vous voulez parler de stratégie politique, oui, pour ces législatives. Bon, si l'opposition veut aller en rang serré, c'est possible qu'ils mutualisent les forces. Ils l'ont tenté lors des locales, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait des divergences au sortir des élections de 2020, où un parti qui a été taxé de Judas, dont le leader a été taxé de Judas, n'a pas jugé opportun de composer avec les autres, vous comprenez? Donc ça fait que la stratégie unitaire là n'a pas véritablement fonctionné. Donc cette fois-ci, si l'ambition est de créer un contrepoids au niveau du Parlement, je pense que l'opposition, même si elle est plurielle, peut se regrouper autour d'un projet commun, un projet politique commun. Et là, ça peut marcher. Mais n'oubliez pas aussi qu'au niveau du parti au pouvoir aussi, l'ambition aussi, c'est de consolider les acquis. Et donc, le parti au pouvoir aussi travaille ardemment sur le terrain et est en train de sillonner les recoins et recoins du pays, est en train de faire un casting pour le positionnement des candidats qui peuvent leur rapporter des sièges. Et c'est aussi stratégique, bien sûr, de leur côté. Et donc, moi, je me dis tout simplement que il revient à chaque parti politique de voir ce qui peut véritablement apporter un déclic sur le terrain et amener les populations à leur faire confiance. Bon, maintenant, quand nous revenons un peu sur les répartitions, le découpage et tout ça là, bon, il faut dire tout simplement qu'il n'y a pas, moi je continue pas à le dire, qu'il n'y a pas eu un travail scientifique autour de la chose. Et il y a des critères qui ont été retenus. Il n'y a que les 3 critères là, spécifiques, oui. Démographie, et on a parlé aussi de géographique. Mais quand vous interrogez les spécialistes en matière électorale, on vous dira que pour faire la répartition, le découpage électoral, on part d'un coefficient de représentativité. Quand on part de ce coefficient, et on l'applique maintenant aux populations des régions données. Et sur cette base, c'est scientifique, il n'y a pas de débat possible. Mais maintenant, s'il y a un critère, le critère par exemple spécifique dont on parle, c'est peut-être des considérations socio-économiques et tout ça là. Et ça aussi, c'est aléatoire parfois, parce que c'est selon les ressentis de ceux qui sont chargés de faire ces répartitions. Et généralement, certains vont trouver leur compte et d'autres ne vont pas trouver leur compte parce que bon, c'est fait avec des considérations qui ne sont pas à proprement parler mesurables de façon rationnelle. Oui, Francisco. Alors, vous savez, cette affaire de découpage et répartition, en presse, ça fait beaucoup de dossiers dessus. Notre position était claire, il n'y a pas à augmenter le nombre de députés. On devait rester à 91, à défaut de diminuer pour revenir à 80. Maintenant, ça c'est fait. Et voilà. Donc, on veut de répartir aussi les sièges. Alors, quand nous avons vu que c'était tellement imminent, nous avons, dans un article, planté le décor pour demander à l'opposition et à la société civile, parce qu'il ne faut pas qu'on dise seulement l'opposition. Il y a la société civile, il y a la population. Et donc, de s'organiser à avoir des meilleures conditions d'élection. Donc, meilleures conditions d'élection, il va de la liste électorale que nous avons déjà trouvée très fallacieuse par cette histoire de liste suffisamment
voilà, de la part de l'OIF. Nous avons prouvé à l'OIF que 1 plus 1 donne 2, alors que leur 1 plus 1 au-delà de 2. donc, et ceci étant, c'est toujours cette exhortation. Moi, je me demande comment est-ce que chez nous, Togo, dans le contexte actuel, où 2 personnes ne peuvent pas se réunir comme association, ou une partie du pays, c'est-à-dire même à l'intérieur, à Lomé, vous ne pouvez pas faire une réunion quand on est société civile ou parti politique de l'opposition. Donc comment est-ce qu'ils pourront battre campagne et aller à l'intérieur du pays pour dire qu'ils vont aller combattre un système qui est gangréné par la kleptomanie. Vous vous rappelez même les dernières élections, l'Assemblée qui est en 2018. En 2018, il y a un grand homme de l'intérieur du pays, et je parle précisément de Abbas Monfo, qui avait dénoncé le fait qu'on leur a volé un siège pour donner aux sachez eux-mêmes ils ont volé pour donner. C'est-à-dire que dans le système, les gens ont trouvé qu'il faut prendre pour donner au net. Et ça a été fait. Donc voilà le contexte. Si le contexte était... buveur de lait. Si le contexte était que on pouvait avoir une élection transparente, moi je suis en train d'étudier la liste au niveau de Bassa. Il y a 16 personnes qui ont déposé. Quand on prenait les 16, peut-être à peine 2, c'est-à-dire que si on considère que à Bassa, les populations disent que les députés qui sont en train de partir ont été nuls, c'est-à-dire que le mandat était totalement nul. Ça, c'est des expressions qu'ils ont utilisées. Nul, même plus que nul. Et que ceux-là qu'on a positionné aujourd'hui, en dehors de 2 personnes sur 16, on dirait qu'il n'y a plus personne à Bassa. C'est-à-dire que les gens sont finis. Donc, si on était dans un système transparent, d'accord, nous, on peut inciter les gens à s'organiser pour se présenter en candidat indépendant face à cette... Mais c'est que... 500 000, hein? Oui, c'est que... Non, c'est pas question d'argent. Mais c'est que là où nous sommes, les gens que nous avons en face, ils ont développé tellement... Si vous voyez comment les choses sont pillées dans les trésors, dans les caisses publiques, et pourquoi pas le vol des suffrages sur le terrain. Voilà le système d'affaires. Messieurs, merci beaucoup. On va maintenant donner la parole aux auditeurs, ceux qui souhaitent prendre la parole sur les points que nous avons évoqués en studio, que c'est le moment pour vous de prendre la parole. Alors, vous allez nous appeler sur le 92 60 81 81, c'est le seul numéro sur lequel vous nous appeler. Nous avons parlé de la question des divorces, de mariage, des divorces. On a parlé politique, on a parlé culture et le fameux fonds d'aide à la culture et la grogne aujourd'hui au niveau des promoteurs culturels. 92 60 81 81, c'est le numéro. Alors, vous pouvez aussi nous envoyer des messages, SMS, WhatsApp sur les sujets qu'on a abordés. Alors, sur la question de divorce, il y a un auteur qui nous dit il y aura alternance au foyer bientôt. On se mariera sur un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Bonne émission. Dis donc, notre confrère Eric Tanadé qui nous a envoyé ce message. On va prendre un auditeur au téléphone. On va prendre l'auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Ça va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Etienne. Monsieur Etienne, nous vous écoutons. Ok. Vous avez parlé après des élections, là. Oui, si. Oui, et j'aimerais inviter surtout les journalistes, là, à se rendre vers le nord, dans la perspective de ceux qui voient comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Vous verrez ce qui se passe lors des élections. Vous verrez que lors des élections, vous allez voir, il y a même des ministres même qui se permettent de venir aider le personnel des bureaux à voter pour unir, quoi. Vous voyez, parce qu'il y a des mascarades qui se font là-bas. Là-bas, on peut dire que moi je vois que ce qui est en train de se passer dans ce pays, que ce soit les opposants d'un droit, parce que tant qu'il y a une pouvoir, rien ne va se passer. Parce que les gens là, ils sont capables de tout. D'accord. Très bien. Ils sont capables de tout. Les gens, lors des élections, moi, je sais de quoi je parle. Donc, ils sont là seulement, ils viennent, ils vous distribuent de l'argent. Même, il y a même des présidents, des rapporteurs de certains bureaux qui proposent 200 000, 300 000.
c'est-à-dire afin qu'il va donner son accord, c'est-à-dire les membres vont prendre le bulletin pour voter pour lui. Il y en a, je sais de quoi je parle. D'accord, très bien. Donc, il faut qu'on a fait bien sûr. Merci beaucoup, M. Etienne. Merci de nous avoir appelé. Passez une bonne journée. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Le Meilleur. Un auditeur qui nous dit vraiment, il n'y a pas de vrais témoins dans les mariages. Un ami et moi étions invités par un autre ami pour assister donc à la dot de sa femme. Arrivé, on se rend compte que les lieux, sur les lieux, que c'est nous deux qui devons jouer le rôle de oncle, beau-père. C'est déplorable. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Roger. Monsieur Roger, vous allez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, d'accord? Allô? Nous vous écoutons maintenant, monsieur Roger. Ok. Et il y a un aspect au niveau du divorce. Oui. Et j'ai un ami à qui une prophétesse a dit à son épouse que le mari n'est pas son mari. Or, ils ont 2 enfants. Et si elle persiste à rester avec la vie, elle va mourir. Wow. Et elle a divorcé. Quand elle a divorcé, elle est allée rester à la maison. L'ami aussi dit, bon, remets-moi les enfants, je vais m'occuper d'eux. Elle a refusé. L'ami dit, bon, n'attends plus rien de moi. Même l'ami est allé voir son pasteur pour lui expliquer. Le pasteur lui a dit, comme c'est la parole de la prophétesse, il ne peut rien contre la parole de Dieu. Je vous dis, il n'y a pas 3 jours, et la femme était venue me voir pour me dire qu'elle regrette d'avoir quitté son mari. Donc si je pouvais l'appeler, on va discuter pour qu'elle retourne au foyer. Il y a 3 jours. Malheureusement. Donc, il y a certaines personnes qui se disent prophètes ou prophétesses qui disent des choses qui ne sont pas réellement de Dieu. D'accord. La fois que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup, monsieur Roger. Merci pour votre appel. Je pense que le message est compris. Il y a un autre auditeur qui nous dit, il y a de ces femmes qui se disent féministes sans comprendre le concept. Il faut dire aussi que les jeunes filles n'ont pas de modèle. La preuve est que beaucoup dans l'administration et dans le gouvernement ne sont pas mariées. Dès que nos sœurs trouvent un petit boulot, elles disent qu'elles n'ont plus besoin d'hommes pour vivre. Ça, c'est un problème aussi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Gérard Sélassié. Ce qui concerne mon voyage. Allô? Oui. Oui, on a du mal à vous écouter. Vous allez vous éloigner de votre poste récepteur et vous parlez très bien. Oui, je dis tout ce qui concerne le mariage. Oui. Dieu a mis des raisons qu'il faut suivre. Si vous les ratez, vous aurez des problèmes. Il faut se marier quand il faut se marier. Et il faut se marier comment il faut se marier. On ne se marie pas dans un bar. La fille, je trouverai dans un bar. Bon, je ne veux pas être trop long. D'accord. On a compris le message. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelé. Gérard Sélassié. On ne prendra plus d'auditeurs. Il y a un qui nous dit, est-ce qu'on peut